Tout au long de l'histoire, différents monuments et structures ont émergé avec des histoires fascinantes qui mêlent mystère, foi et architecture à couper le souffle. Des légendes anciennes aux exploits d'ingénierie, ces sites ont captivé l'imagination de plusieurs générations. Que ce soit en raison de leur origine mythologique ou de l'étonnante capacité humaine à construire, ces lieux ne sont pas seulement des témoins de leur époque, mais aussi des symboles durables de la culture et de la spiritualité qui les ont créés. Au cours des siècles, elles ont été le centre de la dévotion, du pèlerinage et de l'admiration, chacune avec sa propre histoire unique qui continue d'inspirer ceux qui les découvrent. Numéro 1. La ziggourate d'Ur est l'un des vestiges les plus impressionnants de l'ancienne Mésopotamie. Ce temple massif à plusieurs niveaux se dresse près de l'actuelle Ninive, en Irak, depuis plus de 4000 ans. Il a été construit au XXIe siècle avant JC, au début de l'âge du bronze, et dédié à Nana, le dieu de la lune. À l'époque, Ur était l'une des villes les plus puissantes, et la ziggourate n'était pas seulement un temple, mais une démonstration de puissance, de dévotion religieuse, d'influence politique et de compétences architecturales. Le projet a été lancé par le roi Anamu, fondateur de la troisième dynastie d'Ur, qui n'a pas vécu assez longtemps pour voir le temple achevé. Son fils, Shulgi, a poursuivi l'œuvre et a régné pendant 48 ans, faisant de vous une puissance mésopotamienne. La ziggourate faisait partie d'un complexe encore plus vaste, rempli de palais, de temples et de bâtiments administratifs. C'était l'équivalent antique d'une ligne d'horizon urbaine, avec cette structure gigantesque dominant le paysage. Malgré son âge, la ziggourate a été conçue pour durer. Son noyau était fait de briques de boue, recouvertes de briques cuites et de bitume, une substance semblable à du goudron qui servait d'imperméabilisant, une décision intelligente compte tenu de la nature imprévisible du climat mésopotamien. La ziggourate mesurait environ 64 mètres de long, 45 mètres de large et plus de 30 mètres de haut. Ce n'est pas un gratte-ciel moderne, mais pour l'époque, c'était un incroyable exploit d'ingénierie. Pour atteindre le sommet, il y avait un grand escalier, aujourd'hui partiellement reconstruit. Au sommet, il y avait un temple dédié à Nana, où les prêtres effectuaient des rituels et des offrandes. Contrairement à d'autres lieux de culte, il s'agissait d'un espace sacré réservé à l'élite, aux prêtres et aux dieux. Au fil des siècles, la ziggourate a été endommagée. Au VIe siècle avenue Jésus-Christ, après avoir perdu son pouvoir, le roi Nabonide de l'Empire néo-babylonien l'a rénovée, ajoutant plus de niveaux pour en faire une tour à 7 niveaux. Les dirigeants babyloniens de l'époque ont restauré des monuments anciens pour montrer leur lien avec l'histoire. Dans les années 1920 et 1930, l'archéologue britannique Sir Leonard Woolley a mis au jour une grande partie de la ziggourate et a prouvé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un bâtiment administratif, mais d'un site religieux d'une grande importance culturelle. Dans les années 1980, Saddam Hussein a ordonné une reconstruction partielle, rénovant la façade et le grand escalier dans le cadre d'une campagne visant à célébrer l'histoire ancienne de l'Irak. Cependant, la ziggourate n'a pas échappé aux dommages modernes. Pendant la guerre du Golfe en 1991, il a été touché par des balles et des bombes. Numéro 2. Le monastère de Paro-Taksang, mieux connu sous le nom de Nid du Tigre, est l'un des sites bouddhistes les plus impressionnants et les plus vénérés du Bhoutan. Il est situé de manière spectaculaire sur une falaise dans la vallée de l'Alto de Paro, à environ 3100 mètres au-dessus du niveau de la mer, et offre une vue imprenable sur les montagnes et les forêts environnantes. Rien que son emplacement le fait ressembler à quelque chose d'une légende, et il s'avère que c'est exactement ce que c'est. Les origines du Nid du Tigre remontent au 8e siècle, lorsque Guru Padmasambhava, également connu sous le nom de Guru Rinpoche, aurait volé à cet endroit même monté sur une tigresse. Mais ce n'était pas n'importe quel voyage. On croyait que la tigresse était une de ses disciples transformées. Une fois arrivé, il a médité à l'intérieur d'une grotte pendant ce qui pourrait être la durée la plus spécifique de l'histoire, 3 ans, 3 mois, 3 semaines, 3 jours et 3 heures.
Pendant ce temps, il a soumis les dieux et les esprits locaux, les convertissant au bouddhisme. Pendant des siècles, le site a été un lieu de pèlerinage et de méditation, mais ce n'est qu'en 1692 qu'il est devenu le monastère grandiose que nous voyons aujourd'hui. Gyaltsen Tenzin Rabji, le 4e druk de Si, a décidé de construire un monastère autour de la grotte de méditation originale. Ce n'était pas une structure simple, c'était une merveille architecturale. Le bâtiment semble s'accrocher à la paroi rocheuse, comme s'il faisait partie de la montagne elle-même. Le complexe monastique se compose de 4 temples principaux et de plusieurs résidences plus petites, toutes reliées par des escaliers taillés directement dans la roche. L'ensemble de l'endroit est conçu pour se fondre parfaitement dans son environnement, créant l'illusion qu'il s'est développé naturellement à partir des falaises. Des balcons s'étendent sur le bord, offrant aux visiteurs une vue panoramique sur la vallée de Paro en contrebas. C'est l'un de ces endroits où chaque pas est un mélange d'émerveillement et de vertige. Des falaises brumeuses du Bhoutan au cœur vibrant de l'Inde, les espaces sacrés se présentent sous toutes les formes et toutes les tailles. Numéro 3. Hallgrímskirkja est sans aucun doute l'un des sites les plus reconnaissables de Reykjavik. Avec ses 74,5 mètres de haut, c'est la plus grande église d'Islande et l'un des plus hauts bâtiments du pays, vous pouvez donc la voir de n'importe où dans la ville. Que vous vous promeniez dans les rues de Reykjavik ou que vous arriviez de l'aéroport, il se démarque comme une fusée de pierres géantes qui s'élève au-dessus de tout ce qui vous entoure. L'église est dédiée à Hallgrímur Pétursson, un célèbre poète et clerc islandais du XVIIe siècle, connu pour avoir écrit les hymnes de la Passion. Cependant, sa conception est venue des siècles plus tard, en 1937, lorsque l'architecte de l'État islandais, Guðjón Samúelsson, a proposé quelque chose de complètement différent des églises européennes traditionnelles. La construction a commencé en 1945, mais en raison des conditions météorologiques extrêmes de l'Islande et de l'ampleur du projet, il a fallu plus de 40 ans pour la mener à bien. Il n'a été officiellement achevé qu'en 1986, une période incroyablement longue, mais le résultat final en valait la peine. Ce qui rend Hallgrímskirkja si spécial, c'est son design. Au lieu de s'inspirer des cathédrales traditionnelles, Samúelsson s'est inspiré du paysage naturel de l'Islande, en particulier des colonnes de basalte qui se forment lorsque la lave se refroidit. Si vous avez déjà vu la cascade de Svartifo, vous remarquerez tout de suite la similitude. L'église semble avoir été sculptée directement à partir d'une coulée de lave, avec une structure massive et incurvée s'élevant vers le ciel, comme si la nature elle-même l'avait construite. C'est audacieux, dramatique et complètement unique, ce qui le distingue non seulement en Islande, mais dans le monde entier. En entrant, vous remarquerez qu'elle est beaucoup plus minimaliste que de nombreuses églises européennes. Il n'y a pas de vitraux élaborés, pas de statues recouvertes d'or, juste des lignes épurées, un espace ouvert et une atmosphère paisible. Mais il y a une caractéristique vraiment impressionnante, l'orgue à tuyaux. Construit par le facteur d'orgue allemand Johannes Klee, cet instrument géant mesure 15 mètres de haut, pèse 25 tonnes et compte plus de 5000 tuyaux. Elle peut passer d'un son doux et délicat à un véritable tremblement de terre sonore, ce qui explique pourquoi l'église n'est pas seulement utilisée pour les services religieux, mais aussi pour les concerts. Si vous avez un jour la chance d'entendre l'orgue en action, ce sera une expérience que vous n'oublierez pas. Numéro 4. Palenque, au Mexique, est un site archéologique exceptionnel de la civilisation maya, situé dans l'état du Chiapas. Il est célèbre pour ses structures impressionnantes et son importance historique et culturelle. Fondé vers le IIIe siècle après Jésus-Christ, Palenque a atteint son apogée entre le 7e et le 8e siècle après Jésus-Christ, étant l'un des centres urbains les plus importants de la région maya. Le site de Palenque se caractérise par ses magnifiques temples, palais et pyramides, construits avec une architecture distinctive qui combine des reliefs élaborés, des colonnes sculptées et des systèmes de drainage avancés. Parmi ces structures les plus emblématiques figure le temple des inscriptions,
qui abrite la tombe du roi Pakal, l'une des tombes royales les plus riches découvertes en Mésoamérique. En plus de son architecture monumentale, Palenque est connu pour ses inscriptions hiéroglyphiques, qui fournissent un aperçu précieux de l'histoire, de la politique et des croyances religieuses des anciens Mayas. Ces inscriptions ont permis aux archéologues et aux épigraphistes de démêler les détails sur les dirigeants, leurs conquêtes et leurs cérémonies rituelles. Palenque continue d'être l'objet d'études et de recherches, révélant continuellement de nouvelles découvertes qui enrichissent notre compréhension de la civilisation maya. Sa beauté architecturale et son héritage culturel en font l'une des destinations archéologiques les plus fascinantes du Mexique et du monde. Numéro 5. Sigiriya, connue sous le nom de Rocher du Lion, est une magnifique forteresse ancienne située dans le quartier central de Mattal au Sri Lanka. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO s'élève à plus de 200 mètres au-dessus du paysage environnant et est l'un des sites les plus emblématiques du pays. Sa construction remonte au VE siècle et a été érigée sous le règne du roi Kashyapa. La légende raconte que Kashyapa, après avoir renversé son père, s'est réfugié à Sigiriya pour échapper à son demi-frère Moggallana, l'héritier légitime. Pour consolider son pouvoir et créer une forteresse, Kashyapa transforma Sigiriya en une ville fortifiée. Le site comprend le Rocher du Lion, où les palais royaux ont été établis. Au sommet se trouvent des vestiges de structures royales, des zones de stockage et des jardins complexes. Sigiriya est également célèbre pour ses jardins d'eau, ses jardins en terrasse et ses rocailles, conçus pour atteindre l'harmonie entre la nature et l'art humain. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est la fresque connue sous le nom de Vierge de Sigiriya, qui représente des femmes élégantes ornées de bijoux élaborés. Ces peintures exquises ont remarquablement perduré pendant plus de 1500 ans, conservant leurs couleurs vives et leurs détails complexes. Après que le roi Kashyapa ait quitté Sigiriya, l'endroit a continué à servir de site religieux avant d'être revendiqué par la nature. Redécouvert par les explorateurs britanniques au XIXe siècle, il est depuis devenu un site archéologique important qui attire des visiteurs du monde entier pour admirer sa beauté et son importance historique. Numéro 6. Lors d'un voyage audacieux dans la province chinoise du Sichuan, un aventurier intrépide relève le formidable défi de conquérir plus de 8000 marches. Cette ascension ardue mène à l'impressionnant Red Cloud Peak, un phénomène naturel unique, une flèche rocheuse divisée en deux moitiés. Depuis plus de 500 ans, cette flèche abrite deux petits temples bouddhistes, également appelés Red Cloud Peak, reliés par un pont qui s'élève vers le ciel. Le mystère ne réside pas seulement dans la merveille architecturale, mais aussi dans la façon dont les constructeurs bouddhistes ont transporté les matériaux le long de cette falaise verticale abrupte, une réalisation entourée d'énigmes. Des renforts récents garantissent que les structures résistent aux vents difficiles à de telles altitudes. Le temple au sommet du pic attire les amateurs de drones, offrant des vues à couper le souffle malgré les rafales de vent. Pour ceux qui évitent l'escalade ardue, la magnificence du temple et la nature vierge devant lui peuvent être admirées sans monter les marches difficiles. Fusion de l'artisanat ancien et de l'ingéniosité moderne, ce temple témoigne de l'histoire, du mystère et de la beauté naturelle. Rejoignez-nous pour une vue imprenable sur cette création remarquable et la nature préservée qui l'entoure, un rappel que certaines merveilles valent le détour, même si elles sont vécues par procuration. Numéro 7. Mesa Verde, situé dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis, est un parc national connu pour ses ruines impressionnantes d'habitations de falaises, construites par les peuples anciens, et également connu sous le nom d'Anasazi. Ce parc a été créé en 1906 et couvre une superficie de plus de 52 000 acres. Les peuples ancestraux ont habité la région d'environ 600 à 1300 après Jésus-Christ, développant une société complexe basée sur l'agriculture. Parmi les structures les plus importantes de Mesa Verde figure le Cliff Palace, la plus grande habitation de la falaise, avec plus de 150 pièces et 23 kivas, salles de cérémonie, et la Balcony House, connue pour son accès difficile, y compris des escaliers étroits et des tunnels.
Une autre structure remarquable est la maison dans les arbres en épicéa, l'une des mieux conservées, avec environ 130 chambres et 8 kivas. Les habitations sur les falaises ont été principalement construites entre 1100 et 1300 après JC à l'aide de blocs de grès et de mortiers de boue. Ces structures offraient une protection contre les éléments et d'éventuelles attaques. Les peuples anciens ont également construit des habitations et des kivas sur des tables avant de se déplacer vers les falaises. Mesa Verde est un site archéologique de grande importance, offrant un aperçu unique de la vie et de la culture des peuples ancestraux. En plus des habitations sur les falaises, le parc comprend de nombreuses ruines de villages et des granges sur table. Les visiteurs peuvent explorer le parc à travers des visites guidées, des sentiers de randonnée et un musée qui présente des artefacts et donne un aperçu de l'histoire et de la culture des premiers habitants. Non seulement le parc est un site historique et culturel important, mais il offre également une vue panoramique imprenable sur le paysage environnant, avec des canyons profonds et de vastes étendues de plateaux, offrant une expérience unique aux visiteurs intéressés par l'histoire, l'archéologie et la beauté naturelle. Numéro 8. Le temple de Kailasha, situé dans les grottes d'Ellora dans le Maharashtra, en Inde, est une œuvre remarquable d'architecture ancienne entièrement sculptée dans une seule roche. Construit au 8e siècle sous le règne du roi Krishna Ier, il est dédié au dieu Shiva et fait partie d'un site plus vaste du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui comprend 34 temples et monastères sculptés dans la roche. Contrairement aux bâtiments typiques, le temple de Kailasha a été sculpté de haut en bas, démontrant l'ingéniosité des ingénieurs anciens. Ils ont commencé au sommet d'une montagne, extrayant méticuleusement plus de 200 000 tonnes de roches pour révéler ce temple complexe et détaillé. Le temple a une hauteur d'environ 33 mètres, une longueur de 45 mètres et une largeur de 30 mètres. Le sanctuaire central est entouré de nombreux sanctuaires et de petites cours, tous sculptés dans la même pierre. La tour principale ou Shikara s'élève élégamment au-dessus de la structure, évoquant la conception des temples indépendants dans toute l'Inde. Une sculpture notable représente Ravana secouant le mont Kailasha, qui serait la résidence de Shiva, donnant son nom au temple. Bien que dédié à Shiva, le temple de Kailasha présente diverses influences religieuses et culturelles de son époque, avec des sculptures d'autres divinités telles que Vishnu et Lakshmi, ainsi que des représentations d'êtres et d'animaux célestes. La complexité et la grandeur du temple ont généré diverses théories sur ses méthodes de construction. On pense généralement qu'il a fallu environ 2 décennies pour le terminer, et certaines légendes suggèrent une intervention divine ou le travail de milliers d'ouvriers. Quelle que soit la manière dont il a été réalisé, le temple de Kailasha reste l'un des exemples les plus extraordinaires de génie architectural que l'on trouve aujourd'hui dans le monde. Numéro 9. L'Académie bouddhiste de l'Arungar, dédiée aux enseignements bouddhistes en Chine, a été créée en 1980 et est finalement devenue la plus grande université bouddhiste du monde. Il abrite environ 40 000 moines et nonnes, qui étudient les enseignements bouddhistes et effectuent divers services communautaires à l'université. Malgré sa taille, l'académie attire de nombreux étudiants de toute la Chine et du monde. Les bâtiments de l'académie sont caractérisés par les petites maisons rouges où résident les étudiants, situées sur les pentes des montagnes. Bien que l'académie ait l'électricité, elle n'a pas de système d'eau, de sorte que les étudiants doivent transporter l'eau des puits à leur maison. Numéro 10. Les pierres de Kalanish sont un ancien site mégalithique situé sur l'île de Lewis dans les Hébrides extérieures d'Écosse, datant d'environ 3000 avenue Jésus-Christ à l'époque néolithique. Ce cercle de pierre est souvent appelé le Stonehenge d'Écosse, et il est réputé pour ses structures bien préservées et importantes. Le site présente un arrangement de menhir qui a suscité la curiosité pendant des siècles. Au centre se trouve un cercle de 13 grosses pierres entourant un monolithe monumental. Cette formation centrale est flanquée de rangées de pierres qui s'étendent vers l'extérieur en forme de croix, complétée par une longue allée de pierres courant vers le nord et de petits alignements à l'est, à l'ouest et au sud. Au total, il y a plus de 50 pierres, la plus haute mesurant plus de 4,7 mètres.
Fabriquées à partir de pierres locales, les pierres rehaussent le caractère rustique du site. Bien que le but exact des pierres de Calaniche soit encore débattu, de nombreux archéologues pensent qu'elles ont joué un rôle cérémoniel ou religieux. On pense que la disposition des pierres est alignée avec les événements célestes, en particulier le soleil, la lune et les étoiles, ce qui suggère leur utilisation possible en tant qu'observatoire ancien. Une théorie importante suggère que ces pierres ont marqué le cycle lunaire, en particulier pendant l'arrêt lunaire, qui se produit tous les 18,6 ans lorsque la Lune atteint son point le plus méridional à l'horizon. Cet alignement avec le cercle central soutient l'idée que le site a été construit avec une intention astronomique. Les fouilles révèlent que cette zone était autrefois un centre d'activité néolithique, avec des colonies et des tumulus à proximité indiquant un riche passé culturel. À l'âge du bronze, cependant, le site était tombé en désuétude, étant progressivement enseveli sous la tourbe jusqu'à sa redécouverte au XIXe siècle. Numéro 11. Hattusa, en Turquie, est le site archéologique de l'ancienne capitale de l'Empire hittite, situé dans la région centrale de l'Anatolie. Fondée vers le XVIIe siècle avant J.C., Hattusa était le centre politique et culturel des Hittites à leur apogée, entre le XIVe et le XIIIe siècle avant J.C. Le site de Hattusa comprend une vaste zone fortifiée avec des structures cérémonielles, résidentielles et administratives. Parmi ces monuments les plus remarquables figurent des temples, des palais et des portes monumentales décorées de reliefs et de sculptures hittites. Parmi les points forts, citons la porte des lions, une entrée majestueuse flanquée de sculptures de lions symbolisant la force et la puissance de l'Empire. Hattusa est célèbre pour son système complexe d'écriture cunéiforme hittite, utilisé pour enregistrer les textes administratifs, diplomatiques et religieux. La découverte de tablettes cunéiformes a fourni des informations précieuses sur l'histoire politique, les pratiques religieuses et les relations internationales des Hittites, ainsi que des détails sur la vie quotidienne dans la capitale. La découverte de Hattusa au XIXe siècle a révolutionné notre compréhension de l'Anatolie ancienne et de la civilisation hittite. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire des visiteurs et des érudits du monde entier, offrant un aperçu fascinant de l'une des cultures les plus influentes de l'âge du bronze. Numéro 12. Las Labradas est un site archéologique situé le long de la côte pacifique à Sinaloa, au Mexique. Cet endroit est connu pour sa vaste collection d'anciens pétroglyphes, qui sont des sculptures en pierre complexes fabriquées à partir de roches volcaniques. Ces inscriptions ont été datées d'une période comprise entre 2500 et 1200 ans. Le long de la plage, les visiteurs peuvent trouver des centaines de ces sculptures remarquables, qui représentent une variété de symboles, des formes géométriques abstraites aux animaux, en passant par les figures humaines, les spirales et même les représentations célestes telles que le soleil. L'identité précise des anciens artisans fait encore l'objet d'un débat parmi les experts, mais de nombreux archéologues suggèrent qu'il s'agissait de peuples autochtones qui habitaient la région bien avant le contact avec les Européens. Les pétroglyphes faisaient probablement partie d'un paysage sacré utilisé dans les rituels, car leur proximité avec l'océan suggère un lien avec la nature, peut-être lié aux divinités de l'eau ou aux rituels de fertilité. Certains chercheurs proposent que ces inscriptions étaient associées à des événements astronomiques, étant donné que de nombreuses cultures mésoaméricaines anciennes étaient adeptes des mouvements célestes. Les spirales et les cercles concentriques présents dans les sculptures pourraient symboliser ces phénomènes ou servir de marqueurs rituels pour comprendre les cycles de la nature. Aujourd'hui, Las Labradas est reconnu comme un site archéologique protégé et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui rend Las Labradas si rare, c'est sa riche histoire et ses origines énigmatiques, qui continuent d'inspirer la recherche et l'exploration, et de nouvelles découvertes pourraient éventuellement faire la lumière sur les personnes qui ont créé ces œuvres d'art remarquables. Numéro 13. Arkheim, connu sous le nom de Cité perdue de Sibérie, est un site archéologique énigmatique et fascinant situé dans le sud-ouest de la Russie, près de la frontière avec le Kazakhstan,
dans la région de l'Oural du Sud. Découverte en 1987 par une équipe d'archéologues russes, Arkheim a intrigué les chercheurs et les passionnés d'histoire en raison de sa complexité et des inconnus entourant son origine et son but. La découverte d'Arkheim était accidentelle. Les archéologues exploraient la région à la recherche d'un site approprié pour un réservoir lorsqu'ils sont tombés sur les vestiges de cette ancienne ville fortifiée. Au fur et à mesure des fouilles, il est devenu clair qu'Arkheim était une colonie de l'âge du bronze, environ le 1er siècle avant J.C., appartenant à la culture Saint-Asta Petrova, l'une des premières cultures indo-européennes. Arkheim se distingue par son design urbain avancé. La ville a une structure circulaire avec 2 murs concentriques qui protégeaient la colonie. Les murs, construits en terre et en bois, ont été conçus pour résister aux attaques et assurer la sécurité des habitants. À l'intérieur des murs, la ville s'organisait en secteurs radiaux qui abritaient des maisons, des ateliers et des espaces communs. Cette conception radiale suggère une planification méticuleuse et des connaissances avancées en ingénierie et en architecture. L'un des aspects les plus fascinants d'Arkheim est son alignement astronomique. Des études ont montré que la ville était orientée en fonction des événements célestes, ce qui suggère que ses constructeurs avaient une connaissance approfondie de l'astronomie. Certains chercheurs comparent Arkheim à Stonehenge en raison de son utilisation possible comme observatoire astronomique. La disposition des structures permet d'observer des phénomènes astronomiques tels que les solstices et les équinoxes, qui auraient pu avoir une signification rituelle ou calendaire pour ses habitants. Malgré de nombreuses fouilles et études, Arkheim reste entouré de mystères. On ne sait pas avec certitude pourquoi la ville a été abandonnée ni quel était son objectif principal. Certaines théories suggèrent qu'il aurait pu s'agir d'un centre religieux, d'un observatoire astronomique ou d'une forteresse militaire. L'absence de cimetières et de restes humains pose également des questions sur la vie quotidienne et les coutumes funéraires de ses habitants. Aujourd'hui, Arkheim est un site d'un grand intérêt pour les archéologues et les touristes. Il est devenu un symbole de l'histoire russe ancienne et une fenêtre sur le passé indo-européen. Le site attire chaque année des milliers de visiteurs, qui viennent admirer les ruines et s'interroger sur les énigmes de cette ville antique. Arkheim a également inspiré une renaissance culturelle et spirituelle dans la région, que de nombreuses personnes considèrent comme un lieu sacré et puissant. Arkheim, la cité perdue de Sibérie, reste une énigme qui remet en question notre compréhension de l'histoire ancienne. Son urbanisme avancé, ses alignements astronomiques et les mystères qui l'entourent continuent de fasciner ceux qui l'étudient et le visitent. Arkheim n'est pas seulement un témoignage de l'ingénierie et de la connaissance des anciennes cultures indo-européennes, mais aussi une invitation à explorer et à percer les secrets du passé. Numéro 14. Caral, au Pérou, est l'un des plus anciens sites archéologiques des Amériques. Il est situé dans la vallée de Supe, à environ 200 km au nord de Lima. Ce complexe archéologique, découvert en 1948, est connu pour son ancienneté, datant d'environ 2600 avenue Jésus-Christ, ce qui en fait l'une des plus anciennes civilisations des Amériques et du monde. Caral était la capitale de la civilisation Caral-Supe, une culture pré-céramique qui a précédé les civilisations les plus connues de Mésoamérique et d'Amérique du Sud. Le site de Caral comprend une série de pyramides à degrés, de places circulaires, d'amphithéâtres et d'habitations qui témoignent d'un urbanisme avancé et d'une organisation sociale complexe. Parmi ces caractéristiques les plus remarquables figure la Grande Pyramide, qui est la structure la plus imposante du site, ainsi que son système complexe de places et d'espaces cérémoniels. Les découvertes à Caral ont révélé une société sophistiquée avec une économie basée sur l'agriculture irriguée, en plus de pratiques religieuses et culturelles élaborées. Ce site archéologique n'est pas seulement important pour son ancienneté et sa complexité structurelle, mais aussi pour ce qu'il révèle sur les origines et le développement précoce des civilisations dans les Amériques, remettant en question les conceptions antérieures sur la chronologie et la capacité culturelle des premiers habitants du continent américain.